Bonjour à tous et bienvenue au Continuum, deuxième vidéo sur la concurrence. On va donc voir lors de cette vidéo que les hypothèses et conditions qu'on avait évoquées auparavant, soit ne peuvent pas vraiment s'appliquer IRL ou alors assez rarement, soit posent problème lors de leur application. Et donc c'est là que j'avais dit la fois précédente qu'on allait commencer à vraiment s'amuser. Alors premièrement, l'atomicité du marché, ça veut dire alors plein d'acheteurs et de vendeurs de petite taille. Donc ça suppose pas de monopole. Donc ça exclut aussi les monopoles d'État avec certains services publics. Donc première chose que je vais noter et sur laquelle on va revenir un petit peu plus loin. Ensuite, l'homogénéité de la production. On peut certes la rencontrer pour ce qui est des pièces normées de manière rigide, comme les clous, les vis, les roulements, les boulons. Parce que voilà, là, il y a des normes assez strictes sur leur forme. Ce qui fait qu'on peut aboutir à une production homogène, voire carrément semblable. Et là, du coup, cette condition peut être vérifiée, mais IRL, il y a que ces objets, il y a que ces catégories d'objets-là qui est concernée. Tous les objets qui sont pas normés de manière très stricte, très rigide, en général, bah c'est plus applicable. Genre, les vêtements, les voitures, les nouvelles technologies, il n'y a pas de normes très rigides sur absolument tous ces véhicules. Leur forme peut fortement différer. Leur forme, leur apparence, les technologies qu'ils utilisent, ça diffère énormément. Du coup, la production n'est plus homogène. Et ça, c'est normal. Pour ce qui est de ces produits, différents concurrents vont chercher chacun à se démarquer l'un de l'autre du fait de cette marge de manœuvre plus importante. Voilà, s'ils arrivent à se démarquer, ça leur permet de sécuriser leur marché ou essayer d'en conquérir d'autres. Donc ça fait que pour la plupart des biens et services, la production homogène, la condition de la production homogène n'est pas remplie. Ensuite, la libre entrée sur le marché, c'est quelque chose qui actuellement est illusoire. Tant il faut dépenser, s'investir pour pouvoir s'implanter face à des concurrents déjà rompus aux difficultés, aux défis de leur secteur. C'est très compliqué parce que oui, actuellement quand des concurrents sont puissants et bien implantés, des grosses entreprises, c'est très compliqué de leur faire face. Faut tout apprendre d'un coup, faut investir énormément rien que pour pouvoir tenir, faut être prêt à raquer pendant très longtemps, il y a pas mal de chances d'échouer. Donc là, on voit déjà que c'est illusoire de ce côté-là. Ensuite, ça suppose aussi l'absence de brevets sur les innovations, pour pouvoir rentrer librement sur n'importe quel marché de ces innovations. Or voilà, vu qu'on a actuellement des brevets, bah du coup cette condition d'entrée libre sur le marché, bah, c'est aussi illusoire. Et de même, par rapport au brevet, c'est contradictoire avec le libéralisme économique. Vu que ce dernier, le libéralisme économique, défend le droit de propriété, dont celui de l'innovation, ce qui se caractérise en pratique par l'existence de ces brevets. Les brevets, c'est comme une forme de propriété de l'innovation, bien entendu propriété bourgeoise, qui est défendue par le libéralisme économique. Donc pas de brevet pour avoir libre entrée sur un marché, en fait c'est contradictoire avec le libéralisme économique. Du coup, voilà, c'est... Normandie, cette hypothèse, on la voit pas vraiment dans les faits. Ensuite, la libre circulation des facteurs de production. Ça, c'est super problématique. Parce que déjà, ce qu'on avait dit avant, libre circulation des mouvements de capitaux. Donc, ça veut dire on laisse librement cours à l'optimisation fiscale et à la délocalisation. On avait vu, donc, dans ma série sur le Frexit, que c'était quelque chose de vraiment catastrophique. Ça fait perdre plein d'argent à l'État, ça détruit notre tissu industriel. C'est vraiment quelque chose de pourri. Libre circulation du travail, donc ça, ouverture des flux migratoires. Donc on ouvre les frontières quitte à ce que
la cohésion de notre territoire soit mise en danger, voire qu'il se transforme en décharge multiculturelle. Donc c'est pas vraiment la joie. Ça suppose aussi de considérer les travailleurs comme de simples unités productives ou consommatrices, de simples unités productrices, consommatrices, complètement dénuées de conscience de classe, de culture, de valeurs ou d'identité commune, qui ne seraient que des rouages interchangeables au sein d'un gigantesque village mondial de production et de vente. Donc déjà on voit que c'est quelque chose de complètement irréaliste, mais en plus ça serait vraiment dangereux de considérer ça comme ça. J'y reviens plus en détail dans certains de mes articles. Ensuite, l'information parfaite. Ça suppose que chacun sache tout sur absolument tous les produits, à tout moment, comme ce qu'on avait dit précédemment. Mais ça n'est possible ça ne serait possible que si l'on était des dieux. Oui, voilà, exactement, des dieux. Cette condition nécessite pour s'appliquer que l'on soit tous des dieux. Donc là, vous comprenez qu'elle est complètement irréalisable. on a une condition là qui tient pas. Enfin, donc tout ça suppose aussi que l'agent est rationnel. mais est-ce que l'agent est vraiment rationnel actuellement ? Quand on est manipulé par les émotions via la pub, à votre avis, est-ce que là on se met à acheter de manière rationnelle ? Vu l'omniprésence de la pub, est-ce que vous pensez qu'on achète de manière rationnelle ? Est-ce que vous pensez que c'est crédible tout ça ? Oui, comme vous vous en doutez, nous considérer comme rationnels dans ces conditions, c'est du foutage de gueule. Donc bon. Enfin, j'aimerais aussi émettre une objection sur la concurrence en elle-même. On a vu avec le cas des services publics, dans mes séries de vidéos sur Frexit, qu'elles ne favorisent pas, et surtout dans mes articles, qu'elles ne favorisent pas forcément la qualité. Ça tend même ça tend même pour ce qui est des secteurs nécessitant beaucoup de qualité à désavantager ces dernières, voire à mettre en danger notre propre sécurité, tout en faisant quelquefois, paradoxalement, augmenter les coûts par des mécanismes plus ou moins tordus. Déjà, il y a ça comme problème, mais aussi, c'est un gigantesque gâchis. Ça sert à quoi de se monter les uns contre les autres pour se charger chacun dans notre coin de la construction d'objets plus ou moins semblables, au moins au but semblable, alors qu'en coopérant on pourrait faire mieux pour moins de travail en mettant en commun nos compétences et nos savoirs pour produire des objets adaptés à nos besoins. Si on met tous en commun, on se répartit les tâches chacun, et on peut produire au mieux en qualité pour tous sans chercher à s'écraser les uns et les autres. Alors certes, ça pourrait prendre plus de temps pour faire ça, mais à quoi ça sert de vouloir aller toujours plus vite ? C'est pas grave si on prend plus de temps du moment que l'on n'est plus dans l'urgence, dans l'urgence pour lutter contre la concurrence. L'urgence qu'on a actuellement, c'est entre autres à cause de cette concurrence. Si on n'est plus dans l'urgence, c'est pas grave si on prend plus de temps tant qu'on finit par réaliser nos besoins au moment voulu. Au final, même si ça coûte un peu plus cher de prendre plus de temps, la hausse de la qualité du produit et la baisse du stress, ça va largement compenser ça. Donc en fait, vis-à-vis de la concurrence, non seulement on a vu que les conditions nécessaires à sa réalisation ne sont en réalité pas vraiment réalisées, voire même quelquefois tout le contraire, au point qu'elles sont quelquefois impossibles à réaliser. Mais en plus, c'est la concurrence elle-même qui pour moi pose problème. Donc c'est là aussi où je m'inscris en porte-à-faux avec le libéralisme économique. Bon, sur ce, on va pouvoir s'arrêter là, on poursuivra la fois suivante. Au revoir.